Bienvenue à Joa Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Totikala Setseko Ndenali Puta Na wax de Maman Moseka Netoko Maka légende Na 3.5 4.5 to 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali. Inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous Limité, première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'or. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. Bienvenue sur Politicon, mesdames et messieurs, chers internautes. Nous sommes une nouvelle fois très heureux de vous rencontrer et de savoir que vous êtes des milieux à nous regarder en ces nets moments. Nous vous remercions de votre confiance que vous ne cessez d'accorder à cette tribune, à ces numéros, à cette émission qui est devenue culte chez vous. Merci de nous recevoir et suivre l'émission avec délectation. Cela nous fera un grand plaisir. Si vous nous regardez pour la première fois, n'hésitez pas surtout à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos contenus à l'avenir. La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça qu'en sigle, sera soumise ce jeudi à la plénière qui va l'entériner ou la rejeter. Déjà ici, il s'est dénoté qu'à l'interne, de voix ne s'accorde pas à la décision interdisant la diffusion d'activités liées à l'ancien chef de l'État, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, et fait polémique. Et dans le cadre de cette émission, nous allons essayer d'y revenir avec beaucoup plus de détails. Pour ce faire, nous avons opéré le choix sur le professionnel de médias
les hommes du micro et de la plume. Allez, nous avons donc l'honneur ce matin d'en parler de tout ceci avec Henri Chimbalanga, l'habitué du club. Bienvenue, vous êtes analyste politique indépendant, journaliste également, vous l'êtes, journaliste à vie. Oui, j'aime ça, c'est un métier très noble. Très noble, merci beaucoup et surtout pour cette première rencontre avec Ambroise. Je pense que j'ai fait mon stage professionnel en 2011, c'était sur CCTV. C'est le cas de le dire, Ambroise, depuis ce temps-là, je peux même lui rappeler certaines de ses anciennes émissions. Okay. Je crois que j'ai toujours de l'admiration pour lui. Merci. Parce que je ne sais pas ce qui est caché en lui, mais il est très difficile de le ramasser dans des appartenances. Donc, les exigences de ce métier. D'inspiration pour vraiment, plus d'une génération. Voilà, donc je pense que je suis très content et très heureux de partager avec vous. Merci beaucoup. Autant qu'il a inspiré votre génération, il est en train de subjuguer les regards de cette nouvelle génération, moi particulièrement, quand je suis ses émissions ou quand je l'ai lu sur les réseaux sociaux, eh bien, ça force l'admiration. C'est le cas de le dire. Ambroise Mamba est l'invité de votre émission Politicon. Vous êtes journaliste et chercheur en sciences politiques. Vous êtes un monument. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Gédéon, merci Henri. Merci pour ces compliments qui m'encouragent. Et c'est ma première fois que je viens de cette émission sur ce plateau Politicon. Henri est habitué d'ici, je vais apprendre de lui comment ça se passe. On va essayer. J'espère que le débat est ouvert. Des coups seront garantis. On reste dans l'analyse, dans un débat de passionnés. Allez, on va parler de l'actualité. Vous êtes journaliste. Une question de curiosité tout d'abord. La presse aujourd'hui, quand vous regardez il y a quelques années l'entrée dans le métier et l'évolution qui s'en est suivie par la suite, est-ce qu'on garde toujours l'équilibre des choses? Non, malheureusement, c'est malheureux. La presse aujourd'hui est à la merci du pouvoir de l'argent. À la merci du pouvoir de l'argent, c'est l'argent qui guide la presse actuellement et n'est plus professionnel malheureusement. Et on fait tout ce qu'on fait parce qu'il faut trouver de l'argent. La situation, il y a beaucoup de contraintes. Quand vous allez à l'université, on nous parle toujours de contraintes professionnelles. Il y en a 4. Il y a les contraintes politiques, les contraintes économiques, les contraintes sociales et les contraintes organisationnelles qui influent négativement sur le travail des journalistes. C'est effectivement ce que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, un journaliste, pour se nourrir, il doit faire allégeance à un camp politique. Malheureusement, je ne me rappelle pas du jour où j'ai fait ça personnellement. Je ne me rappelle pas. Mais vous n'êtes jamais allé dans un sens comme dans un autre. Vous avez dit non à la compromission. Je ne me rappelle pas. Je vous assure que c'est pénible. Pour manger les matembele à la maison, c'est pas facile. Et surtout quand la famille voit tout le temps sous les justement, pour manger les matembele à la maison, c'est pas facile. Eh bien, j'ai accepté de faire ça et pour garder les valeurs. Parce que pour moi, ce sont les valeurs qui comptent et non pas ce que nous devons gagner d'une manière ou d'une autre. Ce sont des valeurs qui construisent une nation. Et quelles conséquences tout cet état de choses n'est-il pas justifié par le fait que le journaliste, est-il bien formé ou il n'est pas bien encadré lorsqu'il faut parler de la profession? De deux, il y a d'abord la formation et l'encadrement. Il y en a qui sont aussi bien formés, qui sont professionnels, qui sont intelligents, qui produisent de bons papiers, de belles réflexions, mais qui sont tombés dans les filets du pouvoir de l'argent, à la merci du pouvoir de l'argent. Et quand vous tombez dans les filets du pouvoir de l'argent, à ce moment-là, vous perdez votre professionnalisme et vous commencez à faire comme celui qui n'était pas bien encadré. Alors, il y en a aussi qui ne sont pas bien formés, mais qui ne sont pas bien encadrés à ces moments-là, parce que la meilleure école du journalisme, c'est une rédaction. La meilleure école, ce n'est pas l'université d'abord. Vous allez à l'IFASIC, vous apprenez les journalistes, mais quand vous venez dans une rédaction
qui a des professionnels, vous pouvez être bien encadré et en sortir un bon journaliste. Est-ce qu'il y a-t-il ceux qui font bande à part, ceux qui arrivent à sortir du lot? Oui, il y en a. Il y en a également. Parce qu'au début, le journalisme n'était pas une science. Le journalisme était un art. C'est maintenant que le journalisme est devenu une science. Il y en a qui n'ont pas fait le journalisme, mais qui sont des bons journalistes. Quand ils vous écrivent des papiers qui sont professionnels. Et je pense que ce sont des choses qu'il faut qu'on revoie un peu avec la corporation pour qu'on voit dans la mesure du possible. Il y a même une commission chargée de la formation. Au niveau de l'UNPC, par exemple, si on l'alimente, on lui donne des moyens, on peut répertorier tous les journalistes qui sont un peu partout, voir comment les soutenir, pourvu qu'on sauve le métier. Si on ne le fait pas, malheureusement, on va le regretter éternellement. Très bien dit. Vous aussi, vous partagez la même lecture. Est-ce que le journaliste aujourd'hui est-il à même de servir? Non, que dis-je? Pas servir, mais de bien servir. Je crois qu'Ambroise a vraiment résumé les tristes réalités, non seulement les tristes, mais les dures réalités. Ça voudrait dire, d'une part, actuellement, quelqu'un peut être, il est véritablement un bon journaliste, mais face aussi à ses propres réalités, la vie lui fait pression, parce que nous sommes sur la ville-province, où tout est codé. Vous commencez tôt le matin pour jeter les matites, c'est de l'argent. Et si maintenant vous travaillez, vous savez vous-même dans quelles conditions les journalistes travaillent d'abord. Et il est maintenant contraint de vivre par son métier. Et si automatiquement il n'y a rien qui va le lui permettre, c'est facile qu'il tombe à ces exigences-là. Parce qu'il y a des gens comme ça, tu peux lui soumettre un problème et il te dit, ok, je peux te soutenir, mais à condition que tu fasses allégeance à mon camp ou à ma personne. Et bon, face à ça, à ce besoin-là de survie, vous risquez de tomber. Ambroise a soulevé un problème de la meilleure formation, c'est à la rédaction. Je me souviens exactement de ce que me disait Fils Mondonga Personam, qui était le rédacteur en chef de CCTV. Il disait que, voilà, écoutez, sortez d'abord de ce grand registre-là de la théorie, mais ici, soyez beaucoup plus plongés dans ce que nous faisons dans la pratique. Parce que si vous ne gardez que toute la théorie, vous risquez même de commencer à discuter avec ce qu'on vous demande de faire ici. Donc, soyez plus dans la pratique. C'est d'où, encore une fois, je dirais même, on avait par exemple le maréchal Mobutu, qui était un très bon éditorialiste, mais formé comme ça par un Belge, et c'était derrière la maison, mais il a excellé. Jusqu'à corriger une fois, je suivais notre cher papa Kibambe Shintoa, qui révélait qu'un jour, Mobutu, étant déjà au pouvoir, mais n'avait pas perdu les réflexes de journaliste. Il entre dans la salle, tout le monde se tient debout, naturellement, et il constate que Kabang Chita, qui était le meilleur de sa génération, qui applaudit. Mobutu lui dit, mais non, les vous journalistes êtes journaliste, et alors vous n'avez pas à laisser échapper vos sentiments. Justement. Il a gardé ses réflexes de journaliste intacts. C'est pourquoi je dis que c'est un métier très noble. Mais c'est à nous-mêmes de se battre pour que cette noblesse-là ne nous échappe. Il exige de nous Regardez, beaucoup d'impératifs, aussi. de sacrifices. Parce que, regardez, quand vous allez même deux personnes, vous allez par exemple au bureau d'une quelconque autorité ou personnalité, quand vous remplissez sur la fiche d'audience, sur rendez-vous ou pas, et qu'à côté de votre nom, vous mettez journaliste, je crois qu'il va plus s'intéresser à vous d'abord qu'à tous les noms qui sont sur la liste d'audience. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que le journaliste a deux choses à transmettre. Voilà. Donc, tout le monde reconnaît en tout cas la noblesse de ce métier-là. Mais ils en profitent pour, suite à certaines faiblesses et pour essayer de dérouter tout le monde. Et puis, je chute par là, c'est aussi que les journalistes se mettent maintenant dans cette course-là derrière cette vague-là des youtubeurs, vous
vous voyez, ça devient un peu compliqué par moment. Les gens quittent même la Nous diffusons également sur YouTube, mais ça ne nous empêche pas de garder la qualité. Pas dans le sens, mais vous voyez, il y a un phénomène devenu un canal de diffusion. C'est juste que quelqu'un prenne son téléphone. Tout le monde peut y être présent. Il commence à dire tout ce qu'il a à dire et vous avez tout de suite, il a de l'engouement parce qu'il va dans tous sens. Lui, la déontologie, il n'en a pas besoin, il n'en sait rien. Okay. Et ce qui fait que maintenant, les journalistes se voient deux fois supplantés. Et ils ont tendance à suivre aussi ça, question d'être peut-être dans cette course-là. Et tout cela brise le métier et on se laisse aller. Oui, être à l'affût de l'info, parfois, ça ouvre la porte à beaucoup de tentations. Un mot à ceux qui nous regardent, aux étudiants, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de vous et de ce métier qu'ils pourront peut-être faire plus tard et nous remplacer et faire mieux que nous. Ce métier est très noble et je le répète. Il finit toujours par payer à ceux-là qui s'en tiennent à leur respect, aux valeurs, comme l'a dit Ambroise. Ça finit toujours, quel que soit peut-être le temps, c'est question de s'organiser pour vivre dans le minimum vital qui s'offre à vous, mais d'une façon un peu propre. Mais s'il y a une certaine précipitation, je te dis, bon, c'est aussitôt que je dois commencer, je dois déjà rouler carrosse et faire ça. Vous allez emprunter une autre voie qui... quelque temps plus tard, ça va vous casser et vous serez totalement effacé. Pour compléter, le critique auquel fait face la presse, ce n'est pas aussi la société. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres secteurs de vie nationale qui échappent aussi, vous allez compléter, Henri Chimalanga, un mot à ceux qui nous regardent et aux étudiants. Oui, justement, Henri a dit que c'est un métier noble. Mais avant le mot noble, il y a le mot pauvre. C'est un métier pauvre, mais noble. Si vous allez à l'IFASIC aujourd'hui, vous allez trouver beaucoup de jeunes qui font le journalisme. Pour ceux qui ne font pas le système LMD, ceux qui sont dans l'ancien système, ils font le cycle court, ils font le journalisme, et au cycle long, ils font la communication des organisations pour fuir la pauvreté qu'il y a en journalisme. Ils veulent aller faire la communication dans les entreprises. Et souvent, les stagiaires qui débarquent dans nos rédactions, vous leur posez la question. Ils disent, non, moi, je suis venu ici, mais pas pour faire le journalisme, mais c'est pour être dans une entreprise, parce que j'ai fait la communication des organisations. Mais justement, ces jeunes-là, pour eux, c'est un métier pauvre. Ils ne veulent pas rester pauvres, ils veulent devenir riches. Et à ce moment-là, ils accourent vers les organisations, les entreprises. Mais le journalisme, c'est une passion d'abord. Quand vous avez la passion, vous allez supporter cette pauvreté du métier. Mais vous allez enfin jouir de la noblesse de ce métier. C'est un métier noble, vous allez en jouir. Il va finir par payer lorsque vous gardez les valeurs. Et je pense que c'est l'encouragement qu'il faut donner aux jeunes qui font le journalisme, de le soutenir et de ne pas suivre l'exemple de ceux qui veulent s'enrichir un peu plus facilement. Allez, merci beaucoup. On ouvre le sujet, on parle du CESAC, la décision de son président, Christian Bonsembe, du bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. La décision sera soumise aujourd'hui à la plénière, mais à l'interne, beaucoup de voix ne mettent pas sur la même longueur d'onde. On commence avec vous la première question. Dans quelle mesure la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication d'interdire l'accès aux médias, aux membres du PPRD est conforme à ses prérogatives? D'abord, je dirais que la démarche est biaisée. Pourquoi commencer par annoncer, rendre public une telle mesure, et puis après, maintenant, attendre que la plénière du CESAC puisse maintenant tabler là-dessus. Et si la plénière trouvait le contraire de ce que Christian Bonsembe, en tant que président du CESAC, a déjà annoncé, ça va offrir quoi? C'est déjà une preuve qu'il n'y a pas quelque part dans cette structure-là, d'abord, le respect même des textes régissant cette structure, pour autant, qui est censée être une structure d'appui à la démocratie. Or, la démocratie en soi aussi, ça ne passe que par le respect des textes ou règlements qui vous régissent. Quel que soit à un niveau donné, s'il n'y a pas cette culture-là de respect des textes
moins encore des règlements, pour ne pas parler des lois, je pense qu'il y a un sérieux problème. Il faudrait que Christian Bossembe s'en ravise. Que chaque fois, j'ai comme l'impression qu'il est toujours en conflit avec l'organe du CESAC. Donc, c'est chaque fois que lui, il fait une sortie, il parle en son propre nom, et puis après, il y a une réaction contraire de comment ils appellent ça là, c'est quel organe là-bas? La plénière. La plénière. Donc, le bureau du conseil du CESAC n'est pas au-dessus de la plénière. Non, mais je pense que c'est là où ça inquiète. Parce que maintenant, vous annoncez, et puis, vous revenez pour que nous attendions quoi de la plénière? Et si la plénière prenait une position contraire, comme je l'ai dit. Maintenant, va-t-il revenir pour dire que, bon, je retire ce que j'ai annoncé? Je pense que déjà, ça dénote, ça accuserait des malaises dans le fonctionnement du CESAC. Donc, ce qui est tout à fait contraire aux missions même, à la nature même. Parce que le CESAC a été investi par le Parlement. Ça voudrait dire que les règlements ou les textes du CESAC, tout comme du Parlement, ainsi que le règlement d'ordre intérieur du Parlement, ce sont des prolongements de la Constitution. Parce que ça a été déclaré conforme à la Constitution par l'organe habilité. C'est comme ça qu'on appelle un organe ou d'appui à la démocratie. Ici, avez-vous l'impression que le CESAC n'est plus dans ses prérogatives et que ça devient un instrument au service d'un régime? Je pars directement du fait que comment le président prend une décision qui ne serait pas venue ou prise à l'issue du traitement de l'organe habilité, qui devrait prendre maintenant les conclusions et lui donner l'aval de rendre public maintenant les conclusions de la plénière. Je pense que c'est ça le problème qu'on trouve déjà qu'au niveau du CESAC, il y a un dysfonctionnement. C'est-à-dire le président Bossembe ne doit pas donner l'impression d'être quelqu'un qui agit par lui-même. Et là, ça va l'accuser d'être carrément à la solde du pouvoir politique. Parce que sinon maintenant, bon, aujourd'hui on doit attendre que la plénière puisse siéger, tabler là-dessus, pour nous dire quoi encore? Le tout a été déjà donné par Christian Bossembe. Et si la plénière rejetait en bloc ces décisions, que restera-t-il de cette loi ou de cette décision déjà prise et communiquée par des voies officielles? Maintenant, c'est là qu'il y aura tous les problèmes. Ça va demander que Bossembe lui-même revienne encore pour maintenant se conformer à la décision qui sera conséquente de l'assise de la plénière. Sinon, il sera responsable de cette cacophonie. Les uns, parce que le Congolais a trop développé l'attachement, et non à la patrie, mais plutôt aux individus. Surtout aux différents acteurs publics, je peux dire ça. Du fait que non, avec lui, je trouve un peu... C'est la problématique qu'a évoquée Ambroise. Avec lui, j'ai facilement, quand je lui demande quelque chose, j'ai un peu d'argent. Cette cacophonie ou cette confusion, il y aura maintenant ceux qui vont s'atteler, s'accrocher à ce qu'aura dit la plénière et d'autres qui vont s'accrocher à ce que a déjà dit Bossembe. Est-ce qu'il aura le courage de revenir pour maintenant se conformer à ce que la plénière va dégager? Allez, merci beaucoup. Ambroise Mamba, la justification avancée par Christian Bossembe pour interdire l'accès aux membres du PPRD, aux médias ou encore la diffusion d'activités de Joseph Kabila sont-elles suffisamment étayées par des preuves, par des faits vérifiables? Alors, je vais venir aux preuves après. Je vais d'abord aller dans la forme. Allez-y. La précipitation n'a pas de gain. La précipitation n'a que de pertes. Je voulais me poser la question de savoir pourquoi le CESAC s'est précipité à annoncer. Il y a eu précipitation. Oui, il y a eu précipitation à annoncer. Quelle est l'urgence pour laquelle on devrait se précipiter à annoncer?
Il a annoncé la décision avant-hier, il y a 48 heures, je pense. 48 heures. Qu'est-ce qu'on a gagné en 48 heures? Et qu'est-ce qu'on a perdu en 48 heures? Je vais vous dire ce qu'on a perdu en 48 heures et ce qu'on n'a pas gagné en 48 heures. Regardez ce qu'on a perdu en 48 heures. On a perdu l'image d'un CESAC qui devrait être une institution d'appui à la démocratie vers une image d'un instrument de musellement de la presse. C'est la triste réalité. C'est ça qu'on a perdu. Hein? En fait, c'est ça qu'au lieu de préserver son image d'une institution d'appui à la démocratie, il prend l'image d'un instrument de musellement. Ceci dit, je ne vous interromps pas, vous allez continuer. Cette décision permet à servir ou à desservir les régimes aujourd'hui? Ça permet à desservir le régime. Je vais vous dire pourquoi ça dessert le régime. Pas ça dessert, c'est en train de détruire même. De détruire. Même l'image du régime. Il y a eu deux versions dans la décision de Bossembe. Il y a la version Top Congo et la version Okapi. Dans la version Top Congo, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, la version Top Congo. On vous dit même de ne pas citer les noms de Joseph Kabila dans cette version-là. Comment est-ce qu'un journaliste ne peut pas citer les noms de Joseph Kabila? Comment? Expliquez-moi. Lorsque Martin Fayulu fait son discours, qu'est-ce qu'il dit? Il parle, il s'adresse à Joseph Kabila. Si un journaliste se reçoit sur son plateau un invité pour analyser les discours de Martin Fayulu, par quel miracle ils vont pas citer les noms de Joseph Kabila? Contenus dans les discours dont ils sont en train d'analyser les contenus. Comment vont-ils faire pour ne pas citer les noms de Joseph? C'était tellement du n'importe quoi. Bien entendu, je voudrais un peu pardonner un peu à Christian Bossembe parce que j'apprends qu'il n'a pas fait le journalisme. On a dit que le journalisme était d'abord un art, oui, une science après. Je peux peut-être lui pardonner parce que il ne souffre pas comme nous. Mais quand on est dans les invités sur les plateaux pour poser des questions, pour analyser les discours. On fait l'effort de se conformer. Oui, pour analyser les discours. Comment analyser les discours de Martin Fayulu qui a cité plusieurs fois Joseph Kabila et n'est pas cité son nom? On va dire quoi dans cette émission? Ce sera bâclé. Ça c'est détruire même le travail des journalistes. C'est que la première version de Christian Bossembe. Il évolue maintenant dans la version radio. Il essaie de se racheter un tout petit peu. Il essaie de se racheter. Il dit non, nous n'avons pas interdit de citer le nom de Joseph Kabila. Mais pourtant, vous l'avez fait. Il y a une vidéo qui existe, monsieur Christian Bossembe. C'est pourquoi je dis que quand vous avez agi dans la précipitation, vous avez détruit maintenant votre propre image. On va dire, mais est-ce qu'il vous arrive de réfléchir avant de parler? On va vous poser cette question-là. Parce que vous avez deux versions en 24 heures et ça détruit votre image et l'image de l'institution qui est détruite. Pourquoi? Parce que vous avez pris la décision sans tenir une plénière. Et maintenant, vous allez formaliser votre décision dans la plénière. Henri l'a dit tout à l'heure. Et si la plénière a arrivé à constater que non, la décision n'est pas suffisamment motivée, et il faut qu'on puisse l'écarter. Allez, tenant compte du contexte actuel. Je reviens maintenant. Tenant compte du contexte actuel et du règlement intérieur du CESAC, cette décision tient-elle la route? Bon, je ne sais pas s'il y a une disposition qui m'échappe, mais en tout cas, pour moi, cette décision ne tient pas la route. Pourquoi? Il est vrai, vous avez posé la question liée aux preuves, il est vrai qu'on reproche un certain nombre de choses à l'ancien président de la République. Bien entendu, on l'a accusé d'être le vrai patron de la FCM 23, et ainsi de suite. Mais les Congolais sont en train de chercher les preuves de cette accusation-là. Les Congolais, en cherchant les preuves, il y a eu ce réquisitoire de l'auditeur général des FRDC au niveau du Sénat pour obtenir la levée de ses immunités parlementaires. Dans le réquisitoire de l'auditeur général, il n'y a pas suffisamment d'éléments accablants. On y évoque la déposition le témoignage d'Éric Kouba, qui aurait entendu Kabila parler avec René Nanga, et ainsi de suite. On y évoque la déclaration même de solide Kabila pour incriminer l'ancien chef de l'État. L'ancien président de la République qui lui-même disait que non, les revendications du M23 étaient légitimes. Ce sont les deux éléments qui semblent être un peu chauds. Comparativement au réquisitoire du PG après la cassation contre Moutamba, nous allons en parler peut-être dans cette émission, mais vous sentez que
Dans ce réquisitoire, il n'y a pas tellement d'éléments. Alors les Congolais veulent avoir ces preuves. Qu'est-ce qui prouve que Joseph Kabila est avec le Rwanda? Oui, moi j'ai fait une tribune sur les discours de Martin Fayulu. J'ai fait une tribune par rapport au comportement de Joseph Kabila. J'ai essayé un peu d'expliquer ce qui peut justifier le doute de Martin Fayulu vis-à-vis de Joseph Kabila, comment il a pris ses distances, et comment il lui demande de quitter la ville de Goma. J'ai analysé comment Joseph Kabila est en train de faire ses consultations. Oui, ça peut faire douter, ça peut lier Kabila à ceux qui agressent la RDC, ça peut, ainsi de suite. Je peux même expliquer ça ici sur ce plateau. Donc, c'est vrai que de ce point de vue, on peut dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut interdire pratiquement les médias à ne pas diffuser l'information de Joseph Kabila, ni même à ne pas recevoir le cas du PPRD? Est-ce qu'il est légitime d'imposer des sanctions par toute une organisation au motif que son leader serait en collusion avec les forces du Rwanda? Par rapport au PPRD, c'est le PPRD comme parti politique qui avait été sanctionné et non les individus. Et non les individus. Les individus membres du PPRD sont libres de passer dans des médias, ils ont des réflexions, ils ont des pensées. On estime qu'ils sont patriotes. En tant que patriotes, ils ne vont pas passer à la télévision pour soutenir les Rwandais qui agressent la RDC. Je ne pense pas. Mais sur le plan politique, ils ont des choses à dire. Ils ont des choses à reprocher même au pouvoir. On ne peut pas le leur interdire. On ne peut pas le leur... Nous sommes dans une démocratie. Nous ne sommes pas rétrogradés dans une monarchie absolue. Alors, le faire, quelle serait la stratégie? C'est vouloir marginaliser politiquement le PPRD ou museler la liberté de la presse ou les médias? Je peux comprendre l'idée qui est derrière, c'est qu'on estime qu'on accuse le PPRD d'être appartenant à Joseph Kabila, qu'on accuse d'être de mèche avec le M23 et la FC, ainsi de suite. On suspend le PPRD. On peut garder ça comme ça. Le PPRD suspendu, il n'y a pas d'activité. On parle des activités du PPRD. Oui, on parle des activités du PPRD. Mais les cadres du PPRD qui ont des pensées, qui ont des réflexions, certains parmi eux sont écrivains, qui peuvent même quitter le PPRD pour un autre parti, mais ils vont rester constants dans leurs pensées. On ne peut pas interdire un tel passage à la télévision. Hein? Pourquoi? Parce que c'est ça même la démocratie. Donc, la décision du CESAC nous a un peu privés de tout ça. Alors, je reviens à ce que je disais par rapport aux preuves. Justement, Martin Fayulu, qui a travaillé avec Joseph Kabila, on peut comprendre. Si j'ai posé une question tout à l'heure sur Facebook, j'ai posé la question, quel est l'élément matériel sur le plan de la sûreté de l'État qui a poussé Martin Fayulu à douter de Joseph Kabila pour se distancer de lui? Je me suis dit que certainement cet élément matériel, c'est le fait que Joseph Kabila a été à découvert à Goma, une ville occupée par le Rwanda, l'AFC, la rébellion. Il a dit n'a rien à voir avec le Rwanda. Est-ce que ça confirme ni avec tous les soupçons nous sommes en train d'analyser. Nous sommes en train d'analyser. Nous analysons quand une zone est occupée par le Rwanda, justement, parce qu'il s'agit de l'armée rwandaise qui a agressé la RDC. Ça s'est confirmé par les Nations Unies plusieurs fois, et que l'ancien président se rende à Goma, sécurisé par l'armée rwandaise. On peut se dire, mais monsieur, si vous n'êtes pas avec le Rwanda, comment le Rwanda vous sécurise-t-il? Mais monsieur, si vous n'êtes pas avec le Rwanda, comment expliquer que vous soyez dans une zone qui est administrée par d'autres autorités et que votre présence à vous efface les autres autorités qui étaient là? Comment expliquer que vous ayez une posture de chef dans une zone administrée par d'autres personnes, messieurs? Expliquez-nous un peu la réflexion comment vous faites. Oui, justement. Comment vous faites pour avoir une posture de chef et vous consultez qui? Vous consultez des forces vives qui n'ont pas fait appel au Rwanda pour venir occuper leur ville. Et vous occupez ces forces vives plutôt, après votre discours en 12 points, dont la clé de voûte était mettre fin à la dictature, comment à la y mettre tyrannie. fin? Comment vous mettriez fin à la dictature sans la violence, sans la force? Je ne sais pas si dans le monde il existe un exemple où on peut me dire on a mis fin à une tyrannie sans la force, sans la violence. D'ailleurs, le dialogue lui-même maintient le tyran au pouvoir. Donc, vous avez fait votre discours en 12 points. Vous n'aviez pas besoin de consulter les forces vives des Nord pour faire votre discours. Vous n'aviez pas besoin de les consulter. Maintenant, vous venez les consulter. Consultation veut dire quoi? Vous voulez un peu écouter ce qu'ils pensent. Ces gens-là qui n'ont pas invité le Rwanda à venir occuper leur province. Ils ont certainement des revendications nationalistes opposées à l'agenda tracé de l'occupant.
Est-ce que le poursuite, alors, les d'immunité contre Kabila quand et vous aussi prenez la cette posture, présence de Kabila à Goma, c'est pas quand correct. vous prenez cette posture, il est possible qu'on vous lie au Rwanda. Il est possible qu'on dise, monsieur, vous avez un séjour tellement aisé à Goma, comment expliquez-vous cela? Donc, ça peut expliquer, ceci peut expliquer cela. Donc, on peut comprendre. Mais c'est pas encore... Mais quand vous venez aux médias... C'est pas toujours évident et ceci ne tient pas lieu d'une preuve accablante. Quoi que l'on dise. Non. La preuve, comment vous la définissez? Accablante, comment vous la définissez? Moi, j'analyse un élément, je me dis que je ne suis pas avec le Rwanda. Comment je vais arriver dans une ville? Je vais vous poser une question, Gédéon. Pourquoi le Rwanda sécurise-t-il Joseph Kabila pour que personne ne les tue? Pour quel intérêt? C'est pas le Rwanda qui les sécurise. Pour quel intérêt on les sécurise? Il est sécurisé par une unité spéciale. Pourquoi on les protège de cette manière-là? Pourquoi on les protège de cette manière-là? Une ville occupée par le Rwanda. La MONUSCO elle-même a été sommée par le Rwanda pour dégager la ville. Je vous le rappelle, Général. Je suis journaliste, je sais de quoi je parle. La MONUSCO elle-même a été sommée par le Rwanda. Concluez. Donc, pour dire que de ce point de vue, il peut y avoir des doutes, des suspicions sur l'ancien président de la République, bien entendu, mais ça ne justifie pas la décision du CISAC. Le CISAC peut peut-être dire, attention, ne faites pas l'apologie de la rébellion. Ne faites pas l'apologie de la rébellion. Vous savez, Martin Fayoulou, s'il a pris tous ces éléments pour prendre sa décision, c'est parce qu'il y a beaucoup d'autres Congolais. Pourquoi cette décision seulement à l'arrivée de Joseph Kabila à Goma? Depuis tout ce temps, depuis plus de 3 mois, je viens d'expliquer ça, la ville de Goma est sous occupation. Et jamais on nous a interdit avec force de parler de ce qui se passe là-bas. Justement. Est-ce que Kabila serait en train de grandir en influence par rapport au pouvoir en place? Je vais expliquer ça très facilement. 30 secondes, s'il vous plaît. Oui, je vais expliquer ça très facilement. C'est un problème de narratif. La guerre a un narratif rwandais. On vous dit, le Rwanda vous dit que c'est un problème congolo-congolais. Alors que la RDC dit que c'est une agression rwandaise. Les Nations Unies confirment que c'est une agression rwandaise. Joseph Kabila n'était pas encore à Goma pendant ce temps. Pendant que nous avons déjà obtenu la résolution 2773, Joseph Kabila débarque, il parle des revendications légitimes de... Ça change la donne? Ça change la donne. Ça congolise la crise. Ça congolise la crise. Et quand il arrive à Goma, justement, il confirme justement que la crise est congolo-congolaise. Et il appuie le narratif du Rwanda. Alors que le Rwanda est condamné sur le plan diplomatique. Je vais vous dire une chose. Peut-être qu'il me reste 10 secondes, même si j'ai encore besoin de plus. En fait, nous devons faire le distinguo entre la politique interne, qui est une question du pouvoir, et la politique externe, qui est une question du pays. Dans la politique interne, faites tout ce que vous voulez. Critiquez votre pouvoir. Dénoncez ses abus. Dénoncez sa mauvaise gouvernance. Et chassez même Tshisekedi du pouvoir. C'est votre droit légitime. Mais dans la politique extérieure, votre pays est agressé. Lorsque c'est vous qui voulez chasser celui qui est au pouvoir, vous ne pouvez pas manipuler les éléments qui relèvent de la politique extérieure pour chasser celui qui est au pouvoir parce que vous êtes touché, tenté par cette volonté d'occuper le fauteuil. Et quand vous allez l'occuper, vous allez retourner le pays dans ce qu'on a regretté, l'arrivée de l'AFDEL qui nous a amené le Rwanda, nos institutions ont été infiltrées, notre armée a été désarticulée, infiltrée, et si nous voulons rééditer cet exploit, nous allons le pleurer. C'est comme ça que je dis que nous devons faire la part des choses. Si c'est une question de pouvoir, et bien entendu, nous allons autoriser, encourager les Congolais qui dénoncent la mauvaise gouvernance du pouvoir actuel de continuer. Mais si c'est une question du pays, nous ne pouvons pas pardonner une quelconque collaboration avec le Rwanda. Merci beaucoup. Henri Tchimbalanga, le pouvoir en place n'est-il pas tombé dans le guet-apens lui tendu par Kabila? Parce que Kabila parle, annonce son retour. Non, ce sont ses proches qui ont, dans un premier temps, annoncé son retour. Et lui-même n'a jamais dit quoi que ce soit. Après, il y a mobilisation et même ébullition à Kinshasa. Levée d'immunité, perquisition et j'en passe. Puis c'est Kabila, après la levée de ses immunités,
qui s'adresse à la nation et décide de se rendre à Goma. Pour lui, il pense que c'est symbolique, parce que cette ville a été oubliée par le pouvoir de Kinshasa. Je me dis, est-ce que le pouvoir n'est-il pas tombé dans le piège? Avec cette décision du CESAC, ça ne justifie pas tout ce que l'on pensait de ce régime. Aussi, une autre question, ou d'abord vous répondez à ça, et puis on va évoluer. Je pense que le pouvoir ne serait pas tombé dans le piège lui tendu par Kabila, du fait que, vous savez, il y a ce qu'on appelle aussi la maïeutique, c'est-à-dire un magistrat peut partir de rien, sans preuve, mais seulement du fait de vous interroger, il peut dégager alors la réalité de par des simples contradictions de votre part. Ça s'appelle la maïeutique, c'est-à-dire vous faire accoucher de la vérité, partant de rien, il n'y a pas de preuve, mais ne serait-ce que des suspicions, en vous interrogeant, c'est pourquoi on peut vous inviter sous un régime d'une simple invitation, mais dès lors que le magistrat, en échangeant avec vous, il sent que vous êtes en train de lui donner des éléments de ce que lui cherche, eh bien, il peut changer tout de suite le régime. Vous êtes venu sur une invitation, tout de suite, vous vous retrouvez sous le map. Je donne juste un petit exemple. Moutamba va là-bas. Heureusement pour lui, ce n'était pas devant le magistrat. C'était encore au niveau de la commission. Il demande pardon. Mais devant un magistrat, quand vous passez aux aveux, c'est ce que le magistrat cherche. Il n'aura pas pitié de vous parce que vous venez de demander pardon. Mais lui, il cherchait que vous avouiez. Tout de suite, on vous change ce régime-là. Heureusement pour lui, je le répète encore, c'était devant une commission parlementaire. Alors, c'est ce qui a piégé qui dans ces cas d'espèce, parlant du Kabila et du pouvoir en place? Joseph Kabila, je pense on peut facilement comprendre qu'il a le souci de ce pouvoir. Il n'a jamais, il n'était pas parti pour toujours. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui commencent à jouer dans cette direction-là. D'abord, même ses membres de son parti, les mieux placés, les hauts cadres, ne cessaient de le dire. Il va revenir. Quand même on leur demandait, il revient sur base de quelle disposition constitutionnelle, lui qui a épuisé ses 2 mandats constitutionnels. Mais eux ne cessaient de jurer que par le retour de Joseph Kabila. Maintenant, quand il vient dans son discours, il parle, ce qu'Ambroise a évoqué, de stopper la dictature. Et la dictature, on la stoppe comment? Soit vous attendez qu'en 2028, on se retrouve devant les échéances, mais s'il n'y a pas élection, là, il y aura toutes les raisons du monde d'aller dans tous sens pour dire que non, écoutez, M. Félix, la Constitution vous arrête ici. Au-delà de ça, là, on peut s'emballer avec vous dans tous sens. Vous n'aurez aucune raison ou un motif légal de rester là-bas. Mais maintenant, dans ce cas ici, Joseph Kabila, je l'ai toujours dit, c'est l'unique parmi tous les Congolais vivants, qu'ils soient dans la diaspora, qu'ils soient au Congo. Est-ce qu'on se retrouve en train de faire l'apologie de quoi? De ce qui se passe à Goma? Non, qu'est-ce qu'on Non, c'est un débat républicain, c'est un débat républicain. Ouais. C'est l'unique qui a plus d'expérience d'avoir dirigé le Congo. 18 ans. Exact. Ça voudrait dire tous ces faits, ces mouvements et gestes ne peuvent pas être traités comme le commun des mortels, qu'on se le dise. Voilà. Et lui-même devrait en avoir conscience que je ne suis pas n'importe quel Congolais parce que j'ai un fardeau de 18 ans, c'est sous-entendu, il connaît trop de secrets d'État. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qu'on raconte aussi autour de sa personne qui ne sont pas vraies. Je prends un témoin, Félix Tshisekedi, président de la République, qui l'a dit sur TV5 Monde. Et beaucoup de choses que nous disions sur lui, c'était le fait de la diabolisation. Même l'ancien Premier ministre Bruno Tshibala, qui a dit la même chose. Le pouvoir en interne et à l'extérieur, il y a des décisions. Nous sommes aujourd'hui dans un piège qui ne sont pas le fait des mouvements de Joseph Kabila, mais qui sont les faits des décisions prises, des mauvaises décisions prises par le. Donc chacun doit assumer ses responsabilités. Tout à fait. Regardez même à l'élection aux Nations Unies. Il y a les pays qui ont voté contre la RDC. L'Ouganda, Kenya, le Rwanda, Congo-Brazzaville, je crois, et
Il y a un 5e pays où la Tanzanie. Non, les 4 là. Regardez le 4 là. Et pourquoi le président nous a amenés dans l'EAC? Et à cette époque-là, je crois bien que je suis de ceux-là qui ont crié haut et fort qu'ils n'aillent pas, qu'ils n'amènent pas la RDC dans l'EAC. C'est une communauté dont la prédominance est aux mains des Tutsis, qui nous font la guerre depuis des années, sans que nous n'ayons à les provoquer. Vous savez, mais malheureusement, il y avait une rhétorique. Oh, ceux qui disent ça sont des jaloux. Je crois que les termes là ont disparu depuis un certain temps. Mais aujourd'hui, qui peut encore douter que c'était une très mauvaise décision, qui n'est pas le fait de l'héritage de Joseph Kabila, ni de Mouzé encore. C'est ça. Aujourd'hui, Museveni est dans tous les coups contre la RDC. C'est lui qui couvre le M23. Et le siège politique du M23, c'est en Ouganda. Vous comprenez? Et je soupçonne même que si Joseph Kabila serait revenu précipitamment à Goma, peut-être, parce qu'il a des gens, j'en suis sûr, qui sont toujours là dans les girons du pouvoir, qui lui informent de tout ce qui est mijoté à l'endroit de sa personne. Il savait. Voilà, il y aura telle démarche jusqu'à demander ton extradition. Je me pose une question. Ce n'est pas le fait qu'on ait élevé les immunités. Il a compris que je risque d'être en insécurité en dehors du pays. Je vais à Goma parce que là-bas, on va demander à qui de m'extrader à Kinshasa. Parce que les maîtres de Goma ne collaborent pas avec Kinshasa. De survie aussi pour lui. Je suis en train de réfléchir comme ça. Alors, moi je pense que le président de la République doit beaucoup plus travailler sur certains aspects. Interdire, comme ça a été d'abord sorti, en tout premier lieu, de citer même le nom. Mais comment, même si vous recevez aujourd'hui le camp du pouvoir, juste une simple question, ils seront obligés de parler de Kabila. Quand vous leur posez la question, mais pourquoi les détournements? Kabila. Il y a la facilité de dire que mais, Kabila était ici, là. Vous voyez donc, on ne saura pas faire un débat pour réfléchir là-dessus. Et au-delà de ça, on compare les deux vous savez régimes. que les journalistes ont la facilité de tomber sur des informations qui ne sont même pas encore dans l'assiette des services attitrés. Parce qu'il y a des gens dans leur recoin qui peuvent facilement appeler un journaliste. Voilà ce que nous allons faire contre Kinshasa. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, dans ce cas-là, on va réfléchir où et comment. Nous n'avions que le micro et les plateaux, réfléchir et alerter la nation qui a un danger qui nous guette. Mais on va revenir un tout petit peu sur le sujet. Mais toutefois, lorsqu'il y a des sujets brûlants dont le Congolais aimerait comprendre le sens, on a interdit aux journalistes d'en parler. Cette fois-ci, quelle est la vérité qu'on veut cacher au peuple congolais? Bon, c'est simple. Dès lorsqu'on le pouvoir estime que on est en train d'encenser l'ennemi et que son influence pourra impacter les citoyens congolais qui risqueraient même de réfléchir en termes d'adhésion. Bon, il y a une part de raison d'État, mais qui ne se justifierait que peut-être sûrement dans les prises de bonnes stratégies, lesquelles il faut associer des journalistes. Non seulement les journalistes, parce que quand on parle ainsi, vous allez voir que s'il y a un travail à faire, on y va sur base de clientélisme. Or, ils le savent. Ils savent que nous voyons tel monsieur qui est capable de pondre des réflexions susceptibles de nous amener à trouver, à gérer une certaine situation. Il faut appeler les gens, les journalistes. Ambroise a parlé de la précipitation dans le cas d'espèce et ne nous a pas absolument aidé. Mais c'est cette précipitation-là, je pense que c'est du fait d'abord, on ne respecte pas d'abord nos propres textes qui nous régissent à différents niveaux. Parce que s'il avait compris que je dois d'abord me référer à l'organe du CESAC, il devrait réfléchir là-bas, trouver des conclusions. Il y a beaucoup de cerveaux qui sont là-bas, qui allaient dégager les conséquences, donc comme on dit, le commodo et l'incommodo. Et maintenant, amener une décision à la place publique qui est déjà ou une mesure suffisamment mûrie. Bon, maintenant, ça ne donne pas du tout une objectivité dans le travail de cette structure-là, qui est CESAC. Vous voyez, donc moi, je pense que il y a beaucoup de choses. Le gouvernement, en matière de sûreté de l'État,
si vous constatez, il y a beaucoup de choses qui sont faites actuellement au motif que Kabila l'a fait, aussi en son temps. Ouais. Et il y a aussi maintenant le PPRD qui se sent victime, commence aussi à rappeler que, mais à votre époque, mais Etienne Tshisekedi était parti aussi au Rwanda. Exact. Pendant que le Rwanda tuait les Congolais, Exact. il est allé signer à Kigali l'alliance contre la République. S'il faut tout le monde dire ça justifie clairement. par l'état de Et l'autre. comment Ouais. alors traiter Et maintenant, donc, il cette faut- équation ou encore Mais cette c'est ça. légitimisation C'est pour- de ce que l'on pose comme acte? Parce que souvenez-vous, quand Lumbala était parti à Kampala, on avait suspendu aussi son parti politique de toute activité. Parce qu'à Kampala, il se retrouvait là-bas comme porte-parole du M23. Or, Lumbala, c'était l'ombre du Sphinx. Il y mettait. Donc, je pense que, là, je rejoins même Ambroise qui dit que il n'y a pas vraiment de preuves matérielles. Du fait d'être là, est-ce que, du fait d'avoir été à Kigali en ce moment-là, qu'est-ce qu'on pouvait dire? Merci beaucoup. Allez, Donc- Ambroise Mamba, le droit à l'information est garanti par la Constitution. Oui, exact. Et là, les Congolais ne seront pas informés de ce qui se passe dans un coin de la République. Comment la presse doit-elle réagir face à ces situations? Bon, je sais Parce qu'entendre que des déjà, il faut rappeler que le journaliste travaille sur un mémo qu'ils vont déposer dans le jour qui vient. Comment faire face à ce qui s'apparente à une violation de droits et libertés fondamentaux? Je dirais, c'est une question très importante. J'ai eu une inspiration, mais plus tu parlais, tu as même perdu mon inspiration. Je vais la retrouver. Alors, effectivement, les droits à l'information est garanti par la Constitution congolaise, mais en temps de guerre, il y a certaines restrictions qui peuvent être prises, être imposées même par le pouvoir, parce qu'on estime, par exemple, que non, telle information peut nuire à la sûreté de l'État dont a parlé Henri tout à l'heure. Ça s'est fait dans tout le pays où il y a des guerres. En France, on a coupé une chaîne. Ça, on est d'accord, mais comment cela doit-il être fait? Alors, mais il faut quand même de l'intelligence. On n'a pas de la stratégie, de l'intelligence. Henri a dit tout à l'heure que si la décision de Bossembe était amenée au niveau de la plénière, il y a des cerveaux là-bas. Comment est-ce que nous pouvons argumenter ça? Les cerveaux qui sont à la plénière du CESAC allaient donner des belles idées pour pondre, bon, le verbe pondre a une connotation un peu négative, pour produire une décision qui va être acceptée par tous les journalistes et ignorer aucun problème. Est-ce que ne l'a-t-il pas fait parce qu'il n'est pas aimé ou encore il est en conflit avec... Mais malheureusement, c'est ça le problème de la bonne ou... il sait que quand il va soumettre sa décision, il sera très vite botté en touche. C'est ça le problème de la politique congolaise. Hein? C'est ça le problème de la politique congolaise. On gère de la manière dont on gère. Et tout le monde veut faire ce qu'il fait, et maintenant, c'est lui qui a perdu, il n'a pas gagné, parce qu'il voulait montrer ses biceps, et là, c'est lui qui a perdu. Mais l'information, moi j'ai produit encore une autre tribune, j'ai montré comment on pouvait laisser Joseph Kabila faire ce qu'il fait. On pouvait le laisser faire ce qu'il fait. Mais on adopte une stratégie de l'information qui chasse l'information. Donc, en fait, il est vrai que selon les informations ne sont pas bonnes. Joseph Kabila est en train de consulter, selon nos sources, pour peut-être arriver à un moment où il pourrait demander aux Nations Unies l'autodétermination du peuple à disposer de lui-même. Et là, c'est peut-être pour dire que non, j'ai consulté, j'ai fini avec toutes les forces vives du Nord Kivu et ils ont accepté qu'ils ne veulent plus dépendre de Kinshasa. Il a trop de jouer un rôle d'une manière ou d'une autre dans cette crise. Dans cette crise. En fait, pour l'autodétermination du peuple à disposer d'eux-mêmes, pour que le Nord et le Sud Kivu soient coupés de Kinshasa. Et ça, effectivement, c'est dangereux, cette activité-là. Hein, c'est une pollution qui vient de Goma. Et sur ce plan-là, Kinshasa peut dire non, attention, il y a un problème. Comment gérer ça? Mais je vous dis. Mais on a vu, excusez-moi, les délégations qu'il a reçues, elles sont toutes unanimes et disent non à la balkanisation du Congo. Oui, mais justement, non à la balkanisation. C'est là que j'ai dit, je vous disais tout à l'heure que les délégations qu'il a reçues ont de revendications nationalistes qui sont opposées à l'agenda de l'occupant. L'occupant, le Rwanda, on connaît son narratif, on connaît ses visées expansionnistes, il est à la recherche d'un espace vital. Est-ce que vous pensez que le Rwanda va aimer que l'on dise à Joseph Kabila, chasse les Rwandais d'ici, et qui ont la force militaire, une puissance militaire qui a déjà occupé des villes?
Donc, c'est là que je dis qu'on ne devait pas réfléchir comme ça. Donc, de ce point de vue, on peut lui laisser faire ses consultations qui ne vont même pas durer. Parce que les consultations, là, c'est un message pour montrer à Kinshasa, regardez, vous m'avez négligé, vous aviez renversé ma majorité parlementaire, j'ai maintenant 2 villes, je consulte, je peux nuire. Mais il va bientôt se fatiguer, il va arrêter. Mais pendant ce temps qu'il consulte, il y a la possibilité de produire une autre information qui va chasser la sienne. C'est comme ça que j'ai dit qu'il y a possibilité de développer la stratégie de l'info qui chasse l'info. À ce moment-là, l'opinion congolaise sera décabilisée à travers l'information qui va être produite par Kinshasa. Même pas forcément par la censure. Non, pas forcément par la censure. Pas la stratégie. Pas forcément par la censure. Comment faire? Ça, je ne peux pas le dire à la télévision, c'est très sensible, à moins que quelqu'un accepte de m'écouter dans un bureau quelque part pour que je lui dise comment ça marche, comment ça se fait. Et à ce moment-là, quand vous faites ça, vous allez voir que très facilement, il va faire ce qu'il fait, et après les Congolais vont se réveiller un matin, ils sont occupés par autre chose, ils terminent ses consultations, après ces consultations, il va passer à la phase d'exécution. La phase d'exécution requiert discrétion et non visibilité. Parce qu'il ne sera plus dans la visibilité et Kinshasa aura gagné. Ce sera la phase aura gagné la phase la plus déterminante. La phase la plus déterminante. Et autre chose, la phase la plus déterminante, c'est la phase d'exécution. À ce moment-là, il n'y a plus de visibilité. Et là, ce sont les services de renseignement qui travaillent pour comprendre ce que celui qui consultait est en train de mijoter maintenant pour mettre à exécution. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Vous savez que une gifle que vous recevez, sans l'attendre, vous fait très mal que celle que vous recevez en la voyant venir. Elle fait très mal. Les Congolais qui ont l'info de ce que fait Kabila peuvent facilement, à la suite des Fayoulou, dire non, monsieur, ici, ce que vous faites là n'est pas bon. Nous nous désolidarisons de vous. Parce que Joseph Kabila, il faut le reconnaître. L'interdit donne de la saveur et justement, la censure du talent. Oui. Quand vous interdisez quelque chose, vous donnez la saveur. Vous suscitez une curiosité irrésistible. Tout à fait. À s'intéresser à ce que Joseph Kabila fait. D'ailleurs, la preuve est qu'hier, il y a des gens qui ont souhaité joyeux anniversaire à Joseph Kabila par provocation au CESAC. En provoquant juste les CESAC. Parce que vous leur avez demandé de ne pas parler de Kabila et de non, nous allons lui souhaiter joyeux anniversaire. Qui a gagné dans ça? Joseph Kabila qui était déjà enterré par les discours de Martin Fayoulou. Vous l'avez ressuscité par votre stratégie non réfléchie. De plus, on prend c'est ça que dit la Bible même. Plus, c'est ce l'attention sera focalisée sur ce qui se passe on vous interdit de faire quelque chose, quand on vous interdit de faire quelque chose, ça vous pousse à le faire. Ça vous pousse à le faire. Parce qu'on vous l'a interdit. À la maison, tous ceux qui ont des enfants savent. Vous dites à un enfant de ne pas faire ça. C'est ce que vous lui interdisez qu'il fait. C'est quelle stratégie? Oh, vous avez la possibilité de développer la stratégie de l'info qui crée l'info. Je vais terminer par ceci. Joseph Kabila a géré le pays pendant 18 ans. Il a eu à asseoir, Henri l'a dit, Joseph Kabila n'est pas n'importe qui. C'est le seul qui a la plus grande expérience de gestion du pays que tout le monde. Félix Nané à la 7e ou 6e année. Lui a fait 18 ans de gouvernance. C'est vrai, personnellement, en tant que Congolais, je ne peux pas quand même lui pardonner certaines choses. Par exemple, quand il avait rappelé son statut militaire, parce qu'ici au Congo, on ne les connaissait pas comme militaires, on les connaissait comme président de la République. Il avait un autre statut que celui des militaires. Je vais servir jusqu'au sacrifice suprême. Ça, c'est un statut militaire que nous, on ne connaît pas. Nous, on connaît son statut de président de la République qu'il a laissé à Tshisekedi les jours où il donnait le pouvoir. C'est le statut, je jure allégeance à la Constitution, soutenir les... C'est ça le serment que nous connaissons de Joseph Kabila. Le serment qui nous rappelle dans son discours en 12 points de statut militaire, ça c'est autre chose, parce qu'on apprend, c'est les informations, qu'il avait été recruté, formé militaire à l'affaire de Paul Kagame, avec James Kabarebe comme chef, et c'est là qu'il avait fait le serment de servir jusqu'au sacrifice suprême. Servir qui? Servir le Rwanda, et non la RDC. Alors, je reviens. Il a géré le pays pendant 18 ans. Il a quand même une assise sociologique bien garantie. Il y a des Congolais qui soutiennent Kabila. Même s'ils dorment, ils se réveillent, vous lui posez la question, entre Tshisekedi et Kabila, vous choisissez qui? Il va vous dire, j'ai choisi Kabila. Même si vous lui dites, mais vous n'avez pas vu ce qu'il est en train de faire, ce Congolais va vous dire, mais oui, moi je l'aime. Une personne qui a géré le pays pendant 18 ans, avec cette assise sociologique, vous devez le traiter
d'une certaine manière. Vous devez les gérer d'une certaine manière. Comment arriver à convaincre les milliers de Congolais qui les soutiennent, qui ont peut-être trouvé d'une manière ou d'une autre une solution en lui? Comment arriver à leur faire voir que, regardez, monsieur le président, l'ancien président, ce qu'il fait n'est pas bon par rapport à la sûreté de l'État. Il faut de la stratégie, il faut de l'intelligence. Si les Congos se réconcilient avec l'intelligence, on peut faire des grandes choses. Allez, merci beaucoup, Ambroise Mamba, cher aîné, dans la profession et même... Allez, Henri Tchimbalanga, il y a violation du droit, le droit à l'information doit être garanti face à ce qui s'apparente comme... qui s'apparente à un musulman de la presse, le professionnel de médias doivent rester coincés, ne rien faire. Apprend-on qu'il y a des journalistes qui travaillent sur un mémo. Ils vont déposer dans les heures qui viennent. Comment faire face? Comment la presse doit-elle réagir pour faire respecter les lois et aussi la démocratie? Puisque, je dois rappeler, la presse, c'est le 4e pouvoir. Merci beaucoup. Mais en 2-3 mots, je vais rebondir un peu sur ce que... Il me reste 7 minutes. Vous en prenez 3. Joseph Kabila, non seulement il a été militaire dans l'APR, mais il a servi ici en tant que militaire. Il a été, quand ils arrivent ici, Mouzé l'envoie en Chine à l'école de commandement. Il revient de là, il est nommé général-major. Et il est nommé par une deuxième ordonnance, chef d'état-major adjoint à la force terrestre, en charge des opérations et sécurité. Quand l'AFDEL retourne au Rwanda et revient sous forme d'une nouvelle rébellion, le RCD, eh ben c'est Joseph Kabila qui amène des troupes au front pour leur déploiement. J'avais eu l'occasion de le croiser. C'était je n'oublie jamais cette date-là. Nous étions le 2 décembre 1998 à Kalemi. Il y avait déjà des menaces. Il est venu avec des troupes venant de Lubumbashi. Je me suis retrouvé à l'aéroport avec mon ticket alors qu'il n'y avait plus de vol civil. Et j'ai pris cet avion-là pour quitter Kalemi et rentrer à Lubumbashi. Donc, avant son discours, j'avais quelque part 2 ou 3 mois évoqué cet état d'esprit-là, comme si je savais qu'il viendrait dans son discours évoquer qu'il est militaire. Il a évoqué, c'est pourquoi moi j'ai toujours qualifié ce discours-là d'un discours martial. C'est-à-dire sa présence à Goma, qu'on se le dise, Ambroise, ce n'est pas un fait à négliger. D'abord, Joseph Kabila, vous savez, c'est quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il compte faire même à sa femme. J'ai comme l'impression. Alors, donc, quand il est en train de consulter, je suis d'accord avec vous, mais il ne faut pas dire qu'il va se fatiguer. Plus il fait ce qu'il fait, plus il avance vers ce que lui-même a dans sa tête. Et plus ça peut stimuler encore toute cette population-là. Parce qu'en face, le gouvernement ne prend pas soin d'améliorer certaines choses en interne. Nous sommes focalisés maintenant que sur les deals États-Unis, RDC, Rwanda. Des minerais, ça va nous donner la garantie. Alors que là-bas, même le Congrès n'a pas donné son aval, mais au contraire, le Congrès américain a encore donné des conditions qu'il faille qu'on améliore certaines choses en RDC, leurs inquiétudes. Mais regardez, à l'entretemps, regardez ce que nous donne dans les médias le lieutenant général Johnny Luboya. Ça voudrait dire que rien n'est amélioré dans la gouvernance ou la gestion même des militaires. Quand un général de son niveau et de surcroît gouverneur militaire qui vous dit que les militaires mangent 15 jours sur 30 jours. J'ai écrit autant de rapports. Personne n'a réagi. Il y a le porte-parole de Forces armées qui a refusé de commenter la sortie médiatique de John Luboya. Il est rappelé à un briefing de presse. Maintenant, il dit encore parce que Luboya semble, selon lui, il a dit ça, il a des statuts. Peut-être il a dit en tant que politique ou en tant que... Laissez-moi terminer là-bas pour reprendre le sujet. Vous savez que les commandants directs des troupes, parce que lui, il est chargé de la mise en œuvre, c'est-à-dire de la bataille. Maintenant, quand les hommes de troupes commencent à le soupçonner
Kinshasa libère beaucoup d'argent, mais c'est notre commandant direct ici qui bouffe. Ah bon, il est devant une menace imminente. Les hommes de troupes peuvent se dire, on doit en finir, parce qu'il n'est pas bien envers nous, il n'est pas bon. Il bouffe tout l'argent, nous ne mangeons que 15 jours sur 30. Et les veuves des militaires qui sont tombés sont abandonnés. Il s'est senti devant une telle menace des hommes de troupes que finalement, il a sorti son ras-le-bol. Évidemment, le militaire n'a pas de syndicat. Mais si à son rang, il arrive à dire ça devant les médias, ça voudrait dire qu'il a tellement écrit, comme lui-même le dit, là où il y a même, au lieu d'avoir 1500 soldats pour parler d'un régiment, il n'y en a que 300. Lui, il a fait rapport, ça n'a jamais eu gain de cause. Bon, ça voudrait dire que si nous n'améliorons pas notre façon de gérer en interne, ça risque de tirer en longueur cette histoire-là des États-Unis et on risque de se retrouver dans une situation inconnue avec la présence de Joseph Kabila là-bas. Ça peut engendrer une autre dynamique. Alors, maintenant je vais à la question. Je crois qu'il y a deux choses. Ce que tout le monde doit savoir. Parce que tout journaliste sait qu'il y a le droit à l'information et le droit de l'information. Ça ne sert à rien de chercher à empêcher le droit à l'information. Parce que l'information elle-même, elle a la capacité de circuler. Sans même en des périodes sensibles. Oui, elle circule. Et avec la complicité maintenant de la nouvelle technologie, comment on va stopper? Comment contrer ça? Nous, on peut garder bouche cousue ici à Kinshasa parce qu'on est là, on est sous la coupe du régime. Et ceux qui sont dans ces territoires-là, et les Congolais qui sont à l'étranger, ils nous pompent. Les médias internationaux. Les médias internationaux. Il n'y aura pas de contrepoids en face. Donc, ils peuvent tout donner et on va tout consommer parce qu'ici, nous, on va se taire. Qui va alors faire le contrepoids pour dénoncer que ça, c'est une manipulation? Vous voyez, regardez par exemple, je termine par là, je ne suis pas d'accord avec le comportement d'un militaire qui sort des briques d'argent, et que voilà, on m'a envoyé 450 000 $ pour me corrompre. Les Wazalendo. Mais écoutez, l'armée ou les hommes en uniforme ne doivent pas tomber dans la manipulation ou être acteurs de manipulation. Ambroise, j'ai eu à faire le script sur ça. C'est du franc congolais. C'est du franc congolais, je vais te donner les images. Ce n'est pas le dollar. Donc ce militaire-là, voilà comment ils n'ont pas compris leur rôle ou leur mission. Donc je voudrais dire que empêcher le droit de l'information, aussi droit à l'information. Comment défendre cela? C'était ça le sens de ma question. J'appuie cette initiative-là de faire un mémorandum, d'envoyer pour signifier que ce n'est pas une décision qui va donner de l'avantage à la République, mais au contraire, ça va encore laisser champ libre à l'autre son de cloche, à toute cette manipulation qui viendrait du laboratoire spécialisé du Rwanda. Qui ignore ici qu'il y a des généraux qui ont été emprisonnés, alors qu'en réalité, c'est sur base des fausses accusations du fait du Rwanda. Regardez seulement deux petits éléments. Je termine par là. On arrête le général Yav Mouchidi au motif qu'il est complice du M23. Alors que pendant qu'il était là chargé de la 3e zone de défense, ces gens-là n'avaient jamais quitté Bunagana. Ils ont tout fait pour avancer au-delà de Bunagana, niet. Mais dès qu'on l'a foutu ici en Ndolo, nous en sommes où? C'est toute la province. Le jour où l'on prenait Chirimwami, regardez, où en sommes-nous avec Goma? C'est ça la manipulation du Rwanda quand ils trouvent que tel officier général nous empêche. Ils utilisent toujours les Congolais. Il avait fait encore avec Constant Ndima. C'était James Kabarebe qui s'est rappelé de Constant Ndima que c'est l'un des lieutenants du général Mayele. Ces gens-là nous ont fait ça à l'époque d'Abiyarimana. D'où ce monsieur-là doit quitter Goma. Allez, il manipule. Oh non, un bandit, ainsi de suite. Et comment on tombe dans la manipulation des réseaux rwandais? En face, nous, on n'est pas encadré. Il y a trop de clientélisme. On encadre des gens qui ne font pas une communication stratégique et objective relativement à la situation. Allez. Vous voyez?
Mais merci, je pense que vous avez fini. Alors oui, justement. Votre dernier mot, et puis on prend l'affaire Constant Moutamba Okay, et bon. Nicolas Kazadi. D'accord. En 2 minutes. Alors, justement, je voudrais dire quelque chose là. Henri m'a donné d'ailleurs raison quand il parle de cette histoire de arrestation des officiers militaires, parce que notre armée a été désarticulée. Et lorsque l'armée est désarticulée, c'est difficile. Et si c'est de cette manière-là, c'est le Rwanda qui a un peu désarticulé notre armée. Lorsque je dis que Joseph Kabila va se fatiguer, je n'ai pas dit qu'il va se fatiguer en faisant les consultations. J'ai dit qu'il va s'arrêter. C'est juste une manière de dire qu'il va s'arrêter. Il va y arriver de s'arrêter. Il va s'arrêter. Et quand il va s'arrêter, bien entendu, il va passer à la phase d'exécution. Quand il pourra s'arrêter. Il va passer à la phase d'exécution. C'est ce que j'appelle, c'est fatigué. Donc il va consulter. Après un moment, il va s'arrêter. Alors, militaire, il n'a pas été... Laurent Désiré Kabila ne l'a pas recruté militaire. Il a été recruté, formé militaire par Paul Kagame. Rappelez-vous que leur rébellion en Ouganda, ils étaient en Ouganda, où ils étaient rebelles pour le Rwanda et non pour la RDC. J'ai juré de servir jusqu'au sacrifice suprême. C'était pour le Rwanda et non pour la RDC. C'est ça le serment militaire, où il avait été recruté et formé comme militaire. Abiyarimana a été tué en 94. Abiyarimana tué en 94. Mais regardez, il n'y a eu que 3 ans pour permettre à Paul Kagame, avec son armée, de chasser Mobutu en 97. 3 ans seulement. Vous avez parlé de l'EAC, je pourrais peut-être revenir par rapport à ça pour démontrer comment ça fonctionne. On n'a plus assez de temps. Bon, malheureusement. Donc, comme pour dire que l'armée rwandaise à laquelle faisait partie Joseph Kabila a permis à Laurent Désiré Kabila de prendre le pouvoir et de chasser Mobutu. Et si vous me dites aujourd'hui que non, Laurent Désiré Kabila l'a nommé général de forces terrestres, ainsi de suite, mais ça ne commence pas avec Laurent Désiré Kabila, ça commence avec le Rwanda. Ce serment-là, c'est un serment pour le Rwanda et non pas pour la RDC. C'est comme ça que je dis que nous, Congolais, nous l'avons connu comme président de la République avec un autre serment que celui de militaire. Donc, bon, comme on m'a un peu... demander de m'arrêter là, je vais peut-être quand même m'arrêter pour dire que dans cette situation, nous avons été désarticulés par le Rwanda. Notre armée a été désarticulée, il y a des infiltrations. C'est ce qui justifie même ce que Louboyan Kachama est en train de dénoncer aujourd'hui. Moi, j'en connais, j'ai beaucoup d'autres éléments que je ne peux pas donner ici à la télévision, mais c'est dire que quelque part, il faut que nous puissions nous réorganiser dès qu'on aura réussi quand même à repérer, déceler tous les traîtres au sein de notre armée, les extirper, et je pense qu'on pourrait gagner. Affaire Constant Moutamba, la justice a mise à l'épreuve. Est-ce que le bon droit sera dit? Bon, affaire Constant Moutamba, personnellement, j'ai fait des publications là-dessus. Je voudrais ici dire que... D'abord, il y a des gens qui ont dénoncé ce qu'ils qualifient de complot politique. Je ne crois pas... C'est le cas de le dire? Au regard des éléments à ma disposition, au regard de la disposition désormais de tous les Congolais, même avant que l'Assemblée nationale n'autorise l'instruction, j'avais déjà ces éléments, et comme pour dire qu'il n'y avait pas vraiment de complot politique. Alors, Constant Moutamba était lui-même détracteur des autres avant. C'est lui qui était le premier détracteur des autres. Rappelez-vous que c'est lui qui a dit Nayoki Solo a détournement. Le jour où il parlait de Solo à détournement, il était le détracteur de la première ministre, qui était obligé de se défendre. C'était lui encore qui a demandé l'enquête contre l'acquisition d'un immeuble du PSG Cassation à Bruxelles. On peut considérer qu'à ce moment-là, il était le détracteur du PSG, de la Cour de cassation. Maintenant, comment expliquer que lui, qui a accusé les magistrats plusieurs fois, rappelez-vous que dans ses débuts, il a dit que la justice ne marchait pas du fait du mauvais comportement des magistrats. Il était le détracteur des magistrats à cette époque. Maintenant que lui est accusé par un détournement présumé, que l'on dise que non, il y a complot politique,
Moi, je voulais utiliser un autre langage. Je ne voudrais pas dire qu'il y a complot politique, je voudrais dire que ces détracteurs se sont servis d'une opportunité pour lui régler des comptes. Parce que tout le monde a un détracteur quelque part. Un règlement de compte. Lui était détracteur. Non, pas un règlement des comptes. Ils se sont servis d'une opportunité. L'opportunité qui est là fondée, en fait. Fondée parce qu'il y a un présumé détournement. Lorsque vous regardez tout ce qu'on a qualifié d'erreur administrative, une erreur administrative pendant 5 mois n'existait pas. Dans plusieurs correspondances, ça n'existait pas. Ça signifie que c'est un montage bien organisé pour arriver à tirer un profit criminel à la fin. Ce ne sont pas des erreurs administratives. Donc c'est pourquoi je dis que dans cette affaire, il n'y a pas eu de complot. C'est-à-dire que lui a énervé les autres qu'il a énervés, rappelez-vous qu'il a traité la première ministre... Non. Ces militants ont traité la première ministre de Kalaba la sorcière, alors que lui-même dénonçait les caprices de la première ministre. Les caprices de qui imaginez-vous? Les caprices d'une mère, épouse, aînée, chef hiérarchique. Publiquement, devant un bâtiment public, où on ne tient pas des meetings politiques. Un jour ouvrable. Un jour ouvrable. En état d'ébriété, s'il vous plaît. Ah bon? En état d'ébriété, s'il vous plaît. Et que vous puissiez dire non, c'est un complot politique. Je dis non, au regard des éléments en présence, c'est pour cela qu'il y a... Est-ce qu'il sera lâché? La politique va s'y mêler à quel niveau? Peut-on y voir clair? Très bien. En tout cas, est-ce que Félix Tshisekedi va prendre le risque aujourd'hui, parce que vous parlez de la politique, il peut se mêler dans cette affaire pour le sauver. Est-ce que Félix Tshisekedi va prendre le risque de dire aux victimes de la guerre des 6 jours à Kisangani que j'ai pris votre argent, j'ai désaffecté ça dans la construction d'une prison pour qu'on vous arrête, vous les Boyomé, qu'on vous mette dans cette prison-là, alors que c'était prévu pour vous indemniser, vous. Félix va prendre le risque de dire ça au Boyomé, lui qui célèbre les Génocostes avec tous les Congolais. Va-t-il prendre ce risque? Non, c'est consommé. Vraiment. Allez, on verra bien la suite. La prochaine séance, audience, c'est pour le vendredi. C'est prévu pour le vendredi. Il y a des éléments qui ont fuité. L'inscription est secrète. L'inscription est secrète, mais il n'a pas comparu. Il n'a pas comparu, il a demandé qu'on le laisse partir parce qu'il est malade. Il va revenir maintenant là. Oui, le mardi. Déjà. Ce qui s'est passé mardi. Je vous parle de ce qui s'est passé mardi. On ne lui a pas posé de questions. Il est allé, il s'est présenté bien entendu, reçu par un autre magistrat, Kalula. Il y a l'homme qui a coquin mais il est parti. Je ne me retrouverai jamais. C'est encore lui qui a encore demandé qu'il est malade. On le met en confiance. On lui a donné ce qu'il a demandé. Et le vendredi, il va revenir. Alors, peut-on y voir clair? Une minute, vous allez répondre à ces sujets d'actualité. Je pense que l'unique issue pour lui ne serait qu'une intervention politique. Parce que Constant Mutamba n'est pas victime d'un complot. Il a beaucoup d'actes qu'il était en train de poser. Il était devenu comme un électron libre qui se comportait d'ailleurs, moi je l'ai toujours vu comme quelqu'un qui se voit être déjà en 2028. Et il est en train de battre campagne pour sa propre personne. C'est un candidat malheureux à la présidentielle et il va encore rééditer la même démarche. Lui, il est déjà en 2028. Regardez comment il fait. D'abord, comment tu vas te plaindre qu'on veut t'humilier alors que toi, tu n'as jamais respecté, ne serait-ce que ta chef direct, une insubordination. Mais lui, il veut être respecté, mais lui, il respecte qui? Lui qui nous a même dit que Tshisekedi n'a pas son niveau. Tshisekedi doit le respecter, lui. C'est le retour de Manivelle. Ça voudrait dire, il est tout à fait vrai qu'on l'a eu au tournant. Et c'est lui-même qui s'est offert à ces différents détracteurs. Voilà. Vous savez, quand vous êtes contrôleur, soyez aussi propre. Ouais. Parce que le contrôleur sera aussi contrôlé. Il n'est pas dit que quand vous êtes contrôleur, il est encore accusé d'une histoire là, de cette histoire-là à Kakanda, à Likasi. D'abord, pourquoi lui, en tant que ministre de la Justice, devrait s'y rendre? Lui n'est pas chercheur d'infraction.
il aurait peut-être saisi le ministère public, dire que j'apprends qu'il y a tel dossier, si vous pouvez vous enquérir de la situation. Et maintenant, de là, il est encore accusé d'avoir accédé au pot de vin pour taire. Et il y a des gens qui sont en prison, ceux qui revendiquaient ou qui accusaient ces Chinois-là. Vous voyez que c'est lui-même qui prête flanc. Je n'irai pas. Mais finalement, il se retrouve là. Et pourquoi il recourt à la population? Le populisme en politique, une manipulation. C'est une bonne chose. Si mais à un certain moment, ça s'arrête. Et les résultats font cesser les contestations. En tant que juriste, il devrait tout simplement se dire, j'y vais parce que j'ai tous les moyens de défense. Oui. Vous n'avez pas fait l'appel d'offres. Mais où avez-vous rencontré cette jeune Burundaise qui est propriétaire de cette fameuse entreprise avec née au Burundi, parce que mon téléphone est bloqué. J'allais te donner le nom même du village où elle est née. C'est à peine, elle est encore très jeune. Lui, il l'a rencontré où? Pour lui donner ce marché-là. Elle a déjà construit quelle prison dans sa carrière? Nulle part. Allez, les 20 ans tirés. Je pense que il doit le boire. La justice est pour tout le monde. Félix n'a aucun intérêt d'aller couvrir ce qui saute déjà aux yeux. Soumine, on lui a fait voir. Il y a 8 éléments manquants dans le dossier de Moutamba. C'est trop, c'est pas question d'erreur administrative. C'est si flagrant qu'on ne peut pas y échapper ou parler d'un complot politique. Et aussi, il n'est pas né en politique, il faut... s'il vous plaît, juste dans 2 secondes, je termine par un élément. Les gens pensent que comme l'argent était intercepté, on n'a rien perdu, mais c'est faux. Mais tout aviseur a droit, je crois, soit à 10 ou 30% sur le montant concerné. Exact. Donc la République démocratique du Congo va perdre sur les 19 millions interceptés par Senaref. À raison de 30%, c'est déjà 5 700 000 $. Alors, la République a perdu à cause des manœuvres dilatoires de Moutamba. Merci beaucoup. Merci. Cher René Ambroise Mamba d'être passé. Vous êtes journaliste professionnel et chercheur en sciences politiques. Et Henri Timbalanga, consultant. Merci de votre précieux temps que vous nous avez accordé ce jour. Nous vous retrouvons, mesdames et messieurs, chers internautes, très très prochainement avec la même dose de plaisir. Bonsoir chez vous et à tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs. Inch'Allah.